Donc, bienvenue tout le monde à notre autre cours de 420 T05BB, développement d'applications web. Donc, on avait commencé la semaine passée à regarder le langage JavaScript. Donc, on avait regardé notre premier cours un peu le schéma d'une transaction web. On avait regardé un peu aussi le principe que quand on est sur une page web, il y avait des scripts qui peuvent être exécutés. Puis le langage de programmation du web était le JavaScript. Donc, la semaine passée, on s'est attardé à regarder c'était quoi la syntaxe de ce langage-là, particulièrement comment ça différait des éléments qu'on avait vus auparavant. Donc, pour commencer aujourd'hui, on va regarder quelques petites corrections des exercices que je vous avais laissés la semaine passée. Puis après ça, on va se relancer dans les autres fondements du JavaScript. Donc la semaine passée, on travaillait surtout sur des concepts et des connaissances déjà établies. Le principe de variable, le principe de fonction, le principe d'opération, c'est des choses qu'on connaissait déjà. Là, on va commencer à regarder cette semaine des structures de données qui ne sont pas aussi vivantes et disponibles en C. Donc là, on va voir un peu, on va pousser un peu nos connaissances avec les concepts qu'on va regarder aujourd'hui. Mais avant ça, on va retrouver la série de questions que je vous avais données. Donc, on se disait qu'on était capable de faire les 4-5 premières questions. Nous autres, on va faire la deuxième ici, qui est en fait un classique de questions de programmation, qui est la question de FizzBuzz. Donc, si vous cherchez en ligne, vous allez trouver en fait différentes manières de le faire. Il y a des manières de plus en plus farfelues. C'est une question qui est quand même profonde malgré son apparence initiale. Fait que nous autres, on va essayer de s'attaquer à ça avec JavaScript. Donc, le but, c'est d'avoir un programme qui va itérer les 100 premiers entiers de 1 à 100. Puis, ce qu'on veut, c'est détecter les multiples de 3, imprimer fizz, puis après ça, trouver les multiples de 5, imprimer buzz. Donc, pour ceux qui sont des multiples de 3 et 5, on peut imprimer fizz et ensuite buzz. Donc, on a beaucoup d'éléments qui vont travailler sur ce qu'on a vu à l'intérieur de ça. Fait qu'on peut aller regarder ça ensemble dans notre environnement de programmation. Donc, on avait notre environnement de programmation. On s'était installé un logiciel qui me permettait d'exécuter, d'interpréter des programmes en JavaScript. Donc, on avait installé Node.js et on s'était doté d'un éditeur de texte, Visual Studio Code, pour être capable d'exécuter, en fait, d'être capable d'écrire, puis ensuite d'être capable d'exécuter différents scripts, différents programmes de JavaScript. Donc, on avait vu qu'on pouvait y aller de différentes manières. On pouvait ouvrir un terminal puis être capable d'avoir la ligne de commande directement. Ou si on avait installé le Code Runner, on avait la possibilité de cliquer sur le gentil bouton Play qui faisait en fait l'exécution pour nous de l'application Node avec le fichier qu'on avait préparé. Donc ici, j'ai un fichier test.js. On pourrait en faire un autre ici qui s'appelait, mettons, genre app.js. Et à l'intérieur, on peut avoir les instructions. Puis une fois les instructions, on peut exécuter ça. Puis ça me donne le résultat à l'intérieur de la console, le output, l'environnement de sortie. Donc, si je reprends l'énoncé du programme pour se souvenir de quoi ça a l'air puis de qu'est-ce qu'on veut faire. On peut premièrement mettre ça en commentaire. Donc ici avec les doubles barres là en ce moment, j'ai ça sur une ligne, là, mais ici il y a un soft wrap qu'on appelle pour que ça soit jusqu'au bout. Je vais descendre ça un peu pour que ça soit en bas de ma face. Ou sinon, attends, je vais le mettre.
comme ça, on peut voir le texte qui vient avec. Fait que quand on construit, puis ça ici, c'est un peu des tips and tricks de programmation générale, quand on veut construire différents programmes, le but, c'est toujours de construire de manière itérative. Donc, de prendre chacun des bouts de problème, puis d'être capable de le décortiquer, d'arriver à une partie de la solution, hein, s'assurer que cette partie de solution-là est fonctionnelle, puis après ça, de continuer puis d'avancer vers d'autres parties de la solution qu'on veut avoir. Donc, la première partie de ça, c'est d'être capable de trouver les nombres de 1 à 100, puis d'être capable de faire des évaluations sur ces nombres-là. Donc, la première chose qu'on veut construire, ça va être une manière de parcourir les nombres de 1 à 100. Si on revient à notre liste de tutoriels qu'on avait vu, on s'était arrêté sur les boucles qui me permettaient d'avoir une séquence de blocs une séquence d'instructions dans un bloc de code qui se répétait. Donc, on avait vu le principe des boucles for, qui est le même type que les boucles for en C, qui me permettait d'avoir un compteur intégré. Donc, avec un compteur intégré, ça me permet de facilement être capable de compter des nombres de 1 à 100. Fait qu'on va commencer en implémentant une boucle qui va me permettre de regarder les nombres de 1 à 100. Fait qu'on a une boucle, donc on a la boucle for dans laquelle on déclare une variable qui va commencer à 1, puisqu'on va aller de 1 à 100. Puis on veut se rendre tant que i est plus petit ou égal à 100. Puis on va itérer là-dessus. Donc ça ici, c'est le classique boucle for. On déclare la variable. On dit que la variable va aller tant qu'elle est plus petite ou égale à 100. Puis on va incrémenter la variable à chaque fois pour s'assurer que tout fonctionne. Hein. Le but, c'est d'être itératif parce que si je fais juste exécuter ça directement, il ne se passe rien de spécial, hein, puis ça ne me dit pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je peux utiliser le console log pour être capable de faire afficher le contenu de cette variable-là pour être capable de voir que si tu m'as fait quelque chose, il faudrait que je sauvegarde. On n'oublie pas, sauvegarder les choses, c'est bien. Puis on a ici, OK, le défilement des nombres de 1 à 100. On est maintenant en business pour être capable de avoir le résultat, puis être capable de prendre en considération ce résultat-là. Fait qu'on a la première partie qui est faite d'écrire un programme qui itère sur les entiers de 1 à 100. On veut que pour les multiples de 3, on imprime phys au lieu du nombre. Donc, ici, il va falloir qu'il y ait une conditionnelle qui va ne pas nécessairement afficher le nombre, mais qui va afficher phys à la place du nombre. Donc, je peux avoir une conditionnelle avec le if. En passant, quand on est dans Visual Studio Code, Visual Studio Code est conscient des différentes structures. Fait que quand je tape if, je peux faire un if statement qui va automatiquement faire tous les éléments. Mais là, moi, en fait, je vais encore mieux que ça parce que je veux que si c'est un multiple de 3, ça soit phys, mais sinon, je veux que ça soit le nombre. Donc, je peux avoir un if-else qui va me dire que j'ai une condition. Fait que là, il faut que je trouve c'est quoi la condition qui me permet de déterminer si c'est un multiple. Donc, pour déterminer les multiples, dans les opérations, on avait, dans les opérateurs, OK, le restant d'une division. OK, donc ce qu'on appelle le modulo. Donc, le principe ici, c'est quand on a, mettons ici 5, on essaie d'enlever le plus de fois 2 à l'intérieur de 5, il me reste 1. Quand
j'ai 8, j'essaie d'enlever le plus de fois 3. Hein, donc, je fais 8 moins 3, puis là, il me reste encore 5. Puis là, je fais 5 moins 3, puis là, il me reste 2. Puis là, je suis plus capable de faire moins 3 sans devenir négatif. Donc, ça devient 3. Fait que quand c'est un diviseur, hein, donc 4, c'est un diviseur de 8, le remainder ou le modulo, le restant, va donner 0. Donc, quand on veut détecter si quelque chose est divisible par quelque chose d'autre, on peut avoir comme condition que la valeur modulo ce que je recherche, si ça donne 0. Donc, on a premièrement le principe du modulo, du restant de la division, en utilisant le pourcentage. Donc ça va me donner une valeur. Puis moi, pour dire que c'est un diviseur, il faut que ce soit égal à 0. Donc on avait vu qu'on peut utiliser les comparaisons. Puis dans les comparaisons, on avait le double égal qui me permettait de faire une comparaison d'égalité. Juste aussi pour se souvenir, on avait le triple égal qui existe pour faire une comparaison de même type et de même valeur. Okay? Donc, nous autres, dans ce cas-ci, on sait que c'est des nombres, fait qu'on n'a pas besoin d'utiliser le triple égal, mais c'est une des choses qu'on avait vues qui était nouvelle. Donc, je peux mettre le console log à l'intérieur du else, puis si c'est divisé par 3, je peux avoir fizz. Fait que là, si j'exécute ça, je peux voir qu'à chaque 3, j'ai le fizz. Et pour les autres, j'ai le nombre normal. Fait que j'ai réussi une prochaine étape de mon problème. Je suis capable de tester si c'est fizz. Ensuite, je veux avoir aussi que pour les multiples de 5, ça l'imprime buzz. Fait que je peux avoir ici un else if qui va prendre le même genre de condition. Je vais le mettre sur la même ligne ici. Okay. Donc, on a ici le même principe avec le modulo 5 à la place. Fait que celui-là n'est pas si problématique. Je le réexécute. Puis là, je peux voir que quand c'est un multiple de 3, c'est fizz. Quand c'est un multiple de 5, c'est buzz. Mais là, on a un problème parce que quand c'est un multiple de 3 et 5, ça affiche fizz en ce moment. Et nous autres, on dit que quand c'est des multiples de 3 et 5, je veux que ça l'affiche fizz buzz. Fait que là, ici, la problématique, c'est que quand on a une conditionnelle, les différentes conditions sont testées de manière séquentielle. Puis avec ce genre de if-else-if-là, dès qu'une condition est remplie, dès qu'une condition est vraie, il n'ira pas faire les autres. Hein? Donc, il va s'arrêter à la première, il va aller exécuter cette première-là, puis après ça, il va sauter par-dessus le reste, puis continuer sur son bon chemin. Donc, nous, on veut venir modifier un peu ce qu'on a fait pour être capable de prendre en considération que ça se peut qu'il y ait des fois des 3 et des 5. Puis là, il y a différentes manières de le voir. OK? On pourrait avoir une double condition où si c'est 3 et 5, on en a une. On pourrait faire en sorte que ça devienne des if individuels à la place d'être des if-else-if. Donc, il y a bien des différentes manières de construire la chose. Mais moi, je vais en prendre une
okay, qui est une parmi tant d'autres. Il n'y a pas de réponse canonique ultime qui est la meilleure. On en a juste des différentes. Fait que moi ici, ce que je vais faire, c'est que le 3 puis le 5, je vais le tester en premier. Fait que je vais commencer avec le principe de je vais avoir maintenant un nouveau if, et là, je vais avoir d'autres conditions en dessous. Et là, je vais dire si c'est ça, et ça. Donc ici, j'utilise une version qui me permet d'avoir une autre appréciation de choses qu'on avait vues en classe ensemble. On avait vu le « et » logique. Donc si on retourne voir, on avait vu le « et » logique. Donc le « et » logique me permet de prendre deux conditions ou valeurs booléennes et être capable de dire il faut que ces deux conditions-là soient remplies pour être capable d'avoir un résultat adéquat. Donc ici, dans notre cas, si c'est un diviseur divisible par 3 et si c'est divisible par 5, ben là, dans ce cas-là, je veux FizzBuzz. Puis si ça ne marche pas, ben là, je peux me rapatrier sur est-ce que c'est juste un diviseur de 3? Est-ce que c'est juste un diviseur de 5? Si c'est aucun de ceux-là, ben là, ça veut dire que je veux juste afficher le résultat directement. Avec ça, je peux voir le fizz, je peux voir les buzz. Puis si on s'en va à un diviseur de 3 et de 5, le premier c'est 15, en fait c'est à toutes les 15 que ça va arriver. Je peux voir ici que j'ai le FizzBuzz. Si on s'en va au prochain, le 30, je peux voir que j'ai le FizzBuzz. Sinon, j'ai juste les fizz, j'ai juste les buzz. On est maintenant avec la bonne chose. Fait que là, il y a plein de manières de travailler avec cette question-là. Là. Fait que c'est pas une question qui... C'est une question ouverte. Vous pouvez aller sur le net, essayer de trouver d'autres variations derrière. Mais c'est un peu ce qu'on voulait faire, nous autres, avec le FizzBuzz. Si on voulait rajouter des éléments que nous, on a vus ensemble, on pourrait avoir un exemple d'une fonction. Qui reçoit une valeur. Puis là, ce qu'on peut faire ici, c'est prendre ça, le mettre à l'intérieur, puis là, faire à la place qu'on retourne la valeur pour bien démontrer l'utilisation de fonctions. On teste X à la place. Puis après ça, dans la boucle for, qu'est-ce qu'on fait? On fait un console log de notre fonction FizzBuzz avec i. Si j'exécute ça, ça me donne le même résultat. Mais là, le principe, c'est que j'ai maintenant une fonction qui va recevoir un paramètre. Ce paramètre-là va être testé. Puis, je vais retourner le résultat que je veux avoir. Donc, que ce soit le fizz, FizzBuzz ou le nombre. Puis après ça, je peux utiliser cette fonction-là pour avoir ce résultat-là, puis être capable de faire un affichage précis. Donc ça ici, c'est comment un peu modifier aussi notre question pour être capable de bien implémenter vraiment tout ce que nous, on a travaillé ensemble à l'intérieur du cours de la semaine passée. Fait que mettons, on va l'appeler FizzBuzz, ce programme-là. Et c'est bien. Puis, pour bonne mesure, je vais le déposer dans
le chat d'aujourd'hui. Comme ça, vous pouvez aller le regarder quand bon vous semble. Et voilà. Donc, ça fait un peu... J'aime bien cet exercice-là parce que ça fait pas mal le tour de toutes les choses que... la majorité des choses que nous, on avait vues ensemble la semaine passée. Puis, ça nous permet de prendre ça comme tremplin pour être capable d'aller voir d'autres choses par la suite. Fait que... On a terminé avec notre petite correction d'exercice. On va retourner dans notre liste de tutoriels pour du JavaScript moderne. On se souvient que si on veut, on peut l'avoir donc le site de JavaScript moderne. On se souvient qu'on peut l'avoir en français dans le besoin. Mais moi, j'aime bien utiliser les versions anglophones parce que c'est les versions les plus modernes. Puis, ça n'arrive pas tout le temps qu'on a de la documentation francophone. Donc, il faut un peu s'habituer à lire des documents techniques en anglais dans ce genre de travail-là. Fait qu'on avait vu la majorité des fondements. On s'était arrêté sur les fonctions. On va aller regarder là des éléments qui commencent à être un petit peu plus fancy puis qui n'ont pas d'équivalent en C. Donc, c'est là que ça va devenir des nouveaux concepts. C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Fait qu'on va commencer avec le principe d'expression de fonction. Donc, jusqu'à présent, quand on voulait avoir... Ici, on va se faire un nouveau fichier. Et .js. Et on va venir travailler là-dedans aujourd'hui. Donc, jusqu'à présent, quand on voulait faire une fonction qui me permettait de avoir un bloc de code qui allait avoir des paramètres d'entrée, possiblement des retours, on avait ce qu'on appelle la déclaration d'une fonction. Le principe, c'est que JavaScript est capable de prendre cette déclaration-là et de la sauvegarder dans une variable. Donc, c'est ça qu'on appelle une fonction expression. Donc, le principe, c'est qu'à place d'avoir la fonction en déclaration, j'ai la déclaration d'une variable, son assignation, et après ça, le mot function, possiblement des paramètres d'entrée. Donc, je pourrais avoir des paramètres d'entrée, le corps de la fonction, tout le kit, mais tout ça, ça s'en va dans une variable à la place. Fait qu'on va prendre ça en action, puis on va voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Fait que le alert, nous autres, on va mettre un console log à la place parce que le alert, ça marche dans le browser, mais ça ne marche pas dans Node. Ici. Fait que quand j'exécute ça, j'ai la déclaration de la fonction, mais qui ne se passe rien avec. Dans la déclaration, c'est juste une déclaration. Après ça, je peux avoir l'appel de la fonction. Puis là, quand je fais l'appel puis que je sauvegarde ma chose, j'ai le résultat. Puis là, si je fais plusieurs appels, ça va être plusieurs fois ce code-là qui va être exécuté. Ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à date. Donc, le principe de fonction d'expression, ça vient changer un petit peu la donne. On va avoir une déclaration de fonction. Pardon, une déclaration de variable. Puis, le nom de la fonction, je vais l'enlever, en fait. OK? Donc, on peut le mettre là, mais
c'est facultatif, il va servir à rien en fait, ce nom de fonction-là. Fait que j'ai une variable. Dans la variable, je lui assigne quelque chose, mais à la place d'y assigner une valeur, à la place d'y assigner 3 plus 7, j'y assigne une fonction. Puis là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si j'exécute cette affaire-là, ça me donne le même résultat qu'auparavant. Donc, c'est vraiment intéressant parce que on va voir que ça nous permet de faire des choses qui sont plus difficiles ou en tout cas qui sont un petit peu plus farfelues quand on commence à travailler avec des codes plus complexes. Puis, à l'intérieur de cette variable-là, je peux l'appeler, okay, mais si je regarde le contenu de ça, je peux voir que c'est un objet, okay, un élément qui est une fonction qui s'appelle say hi. OK? Puis là, on peut commencer à faire des choses un petit peu plus funky avec ça. On peut avoir une deuxième variable. Puis venir la copier à l'intérieur. Et là, quand je vais venir exécuter cette autre version-là, puisque ça a eu la copie de la fonction, on peut voir que ça fait la même chose. Okay? Donc, on peut voir qu'on peut transférer la fonction dans une autre variable sans problème. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Okay? Pourquoi est-ce que c'est intéressant de dire ça? C'est quand on a des programmes qui vont utiliser un type de fonction qui s'appelle des callback functions. Donc, souvent dans nos programmes, on va avoir des conditions, on va avoir des choses qui se passent, puis que je veux qu'il se passe quelque chose de précis à la fin de ma fonction, de mon programme, mais je ne suis pas certain de savoir d'avance c'est quoi qui va se faire. Fait que je veux avoir une manière d'avoir des blocs de code variables. Fait que je peux avoir des blocs de code variables avec ces genres de fonctions d'expression-là. Et si on se souvient que des points-virgules ou pas, ça ne dérange pas. Les chaînes de caractères, on peut utiliser des doubles guillemets ou des guillemets simples. Les deux sont fonctionnels. Fait que là, j'ai maintenant deux fonctions. Okay? Une qui dit allô, une qui dit bye. Puis, moi, ce que je veux faire, c'est une fonction qui... Puis là, ici, je vais continuer à utiliser des fonctions d'expression. Donc là, ici, je vais faire une fonction qui permet de recevoir un élément. Qui démontre un peu qu'est-ce qui se passe. Fait que là, le principe, c'est j'ai une fonction greetings, qui est une fonction d'expression. Cette fonction-là va recevoir un paramètre. Là, je peux voir ici, j'ai deux console log qui va avoir à l'intérieur. Là, qu'est-ce que je fais avec ce paramètre-là? Ben, j'utilise des parenthèses avec. Fait que ça ici, quand j'utilise quelque chose avec des parenthèses, c'est de faire un appel, c'est de faire une invocation de cet élément-là. Fait que là, le truc, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est que avec greetings,
le paramètre que je vais y envoyer, il va falloir que ce soit une autre fonction d'expression. Donc là, ici, si je reprends, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais pouvoir faire des choses comme ça. Fait que là, le principe, c'est que j'ai deux appels de greetings. La première utilise la fonction say hi. Fait que là, ça me permet de dire this is the appropriate greeting. Puis là, ça exécute cette fonction-là. Mais je ne sais pas que c'était le hello là, qui va être apparu. Parce que j'ai juste dit exécute la fonction que tu me donnes. Fait que là, lui, il exécute la fonction, puis il est capable d'exécuter ça. Puis là, après ça, j'ai le end of greeting. Fait que j'ai la première partie, le premier greetings, du say hi, c'est cet élément-là. Puis là, après ça, j'ai le deuxième qui utilise une autre fonction d'expression comme paramètre d'entrée. Hein, donc, j'envoie le say bye dans greet. Là, je l'exécute. Ça fait que ça a une deuxième invocation de greetings, mais cette fois-là, avec une autre fonction d'exécution en plein milieu. Fait que ça, c'est vraiment intéressant parce que ça me permet d'avoir des fonctions qui ont plein d'éléments génériques, mais qu'en plein milieu, ils ont une fonctionnalité dynamique okay, que je peux y envoyer qui va être exécutée. Donc, ça ici, ce genre de appel dynamique-là, c'est ce qu'on appelle des fonctions de callback. Okay, donc, souvent ici, ça va être le nom qu'on y donne. Donc, c'est une fonction qu'on exécute pour être capable de indiquer, OK, ben là, c'est du code que tu vas me donner comme si c'était un paramètre. Là, le principe, c'est qu'on pourrait avoir d'autres paramètres ici, OK, puis là, faire des décisions, prendre plein d'options possibles. Donc, mais le principe des fonctions d'expression, c'est d'être capable de les avoir dans des variables. Puis si c'est dans des variables, ben là, ça me permet que ça devienne des paramètres qui sont envoyés et qui sont exécutés. Ce mécanisme-là, c'est ce qu'on appelle des fonctions de callback. Et que ça, c'est notre premier plus gros sujet de la journée. Deuxième sujet qui vient avec ça. Donc, on va revenir ici. Donc, on avait les functions. Je n'ai pas mis le lien, mais attends, je vais le mettre dans le chat. Deuxième sujet de la journée, c'est en fait, on a eu les fonctions d'expression puis les callbacks pendant un petit bout. Puis, on s'est rendu compte que c'était très verbeux. Il y avait beaucoup de texte. Fait qu'on s'est commencé à faire une syntaxe alternative, une syntaxe simplifiée qui s'appelle les arrow functions. Donc, le principe des arrow functions, c'est d'avoir une version minimisée d'une fonction d'expression. OK? Donc, on va revenir à notre élément. Donc, le principe, c'est d'être capable d'avoir encore la déclaration de la variable. Fait que... Puis là, je vais le faire au complet en tant que fonction d'expression, puis on va la transformer en arrow function par la suite. Fait que ça ici, c'est le même principe qu'on avait auparavant, c'est la même chose. Fait que le principe de la arrow function, de la fonction fléchée,
c'est d'être un raccourci syntaxique. Fait que le but ici, c'est à la place d'avoir le mot function, OK? À la place d'avoir le mot function, on va mettre une flèche. Donc le principe ici, c'est hein, un égal suivi d'un plus grand que, puis ça fait comme si c'était une flèche. Donc dans ces moments-là, on a ici les parenthèses qui viennent avec ça. On a encore le restant reste tout pareil. Fait que le principe, c'est que si, mettons, je fais greetings, fait que celui-là, on peut voir ici que ça fonctionne tout aussi bien. Il n'y a rien de différent. Autre raccourci possible, si j'ai seulement une instruction, okay, ou que cette instruction-là est un return directement, ce que je peux faire, c'est faire fi des accolades pour avoir directement juste une instruction. Fait qu'on peut voir ici, le principe c'est ça, c'est l'équivalent à ça, mais c'est juste plus concis, plus petit. Donc, les arrow functions, le principe, c'est que c'est le même principe de fonction d'expression, c'est sauvegardé dans une variable. Donc, on a la liste des différents paramètres à l'intérieur de parenthèses. On a une flèche qui est un égal suivi d'un plus grand que. Puis après ça, on a une expression, un résultat, ça peut être des accolades, ça peut être d'autres choses. Donc, c'est hein, une version plus petite de ça. Fait qu'on peut avoir des choses comme ça. Là. La somme de A et B, c'est A et B. C'est le même principe que si j'avais écrit function A et B, accolade, return A plus B. C'est les mêmes choses. Puis là, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que quand on revient à notre code, ce genre d'opération-là, okay, où c'est que j'ai une variable, hein, c'est comme si, mettons, là, j'ai let x égale à 10, puis là, je fais un console log de x. Le principe, c'est que ça affiche 10 à la fin. Souvent, on va dire que ce genre de code-là est un petit peu superflu parce que si j'utilise x pour rien d'autre, hein, peut-être que je ne devrais pas l'avoir comme variable directement. Je devrais, à la place, juste prendre le 10, le plopper directement, puis ne pas avoir à écrire rien d'autre. Hein, puis ça me donne le même résultat, évidemment, hein, parce que j'affiche directement 10. Fait que si on prend ce concept-là, puis on l'applique à notre fonction d'expression, qui est une fonction fléchée en ce moment, j'ai déclaré quelque chose juste pour le mettre une fois, puis l'utiliser une fois par la suite. Fait que ça veut dire qu'à la place de faire ça, ce que je peux faire, c'est mettre directement la valeur où c'est que j'allais l'utiliser. Donc, à la place d'avoir le déclaration égale quelque chose, ben, je peux prendre le quelque chose et directement le mettre comme paramètre. Je peux voir ici. Non, je ne peux pas le voir. Attends, on va piécer ça un petit peu. Je peux voir ici que le dernier en bas, c'est le Goodnight, hein, qui est la version que j'ai invoquée directement. Donc là, on a passé de je suis capable de déclarer des fonctions à je suis capable d'avoir des fonctions d'expression, hein, qui sont sauvegardées, à avoir
un raccourci syntaxique qu'on appelle des fonctions fléchées. Donc, à la place d'avoir le mot function, je mets une flèche. Si j'ai juste une instruction, je n'ai pas besoin de mettre les accolades, j'ai juste besoin de mettre l'instruction. Puis, on vient de voir qu'avec des fonctions qui prennent en paramètre ce qu'on appelle des callbacks, donc des fonctions qu'on appelle, je peux directement écrire la fonction pour être capable de voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Donc, je peux directement écrire la fonction que je veux qu'il soit invoquée comme callback, comme fonction exécutante à l'intérieur d'une autre fonction. On nomme ça, callback. Je vous dépose ça pour que vous puissiez le regarder. Parfait. Puis, ça fit avec le temps de prendre une première petite pause. On se dégourdit les jambes, on s'en prend un petit peu d'eau. Puis, nous, on se rejoint à 10h05 pour commencer à regarder les différentes structures de données qui existent en JavaScript. On se prend une petite pause. Retour à 10h05. À tout de suite, tout le monde. On est de retour. On reprend avec une question qui demande... ici, on demande quand on a des éléments qui ressemblent à ça ici. Plein. X2, mettons. Donc, ici, il faut faire attention. Okay? Il y a différentes choses qui se passent quand on fait des exemples. Puis, il faut faire attention à ce genre d'utilisation-là. Donc, ici, si on reprend qu'est-ce qui était écrit, mettons, dans le d'où tu as pris ton élément, là, on peut voir qu'il y a une fonction somme qui a été faite, qui prend deux paramètres, puis qui va retourner la somme de ces deux paramètres-là. Donc, cette fonction-là retourne une valeur. Si on regarde dans l'exemple, le principe, c'est que lui, il met ça dans un alert, hein, dans un console log, puis le résultat de ça va être utilisé directement. Là, nous autres, on travaillait ça avec le principe de callbacks. Okay? Donc là, ici, tu as comme mélangé, je pense, les deux en même temps. Puis c'est de là que venait la problématique. Là. Parce que quand on envoie une fonction de callback, le but, c'est d'avoir juste l'envoi de la fonction. Okay? Fait que ici, le principe du callback, c'est que ce ne serait pas la somme des valeurs, mais mettons l'opération est. On va faire un exemple avec qui va utiliser ton... Qu'est-ce que toi tu as fait? Attends, je vais prendre ça, puis je vais venir le mettre dans un autre fichier. Pour bien voir qu'est-ce qui se passe avec les différentes variations de ça. On va l'appeler Operation. Là, pour l'instant, on met ça de côté. Puis là, on va juste regarder un peu comment fonctionnent les différents éléments autour de ça. Fait que là, premièrement, tu as fait somme, okay, qui prend deux paramètres, puis qui retourne le résultat. Fait que si on veut l'utiliser, hein, ça veut dire que je peux faire somme 3, 4. OK, puis là, si j'exécute ça, je peux voir que ça me donne le résultat de la somme.
OK? Fait que ça ici, c'est juste la version arrow function, OK, de la fonction d'expression. Ça va bien. Là, ici, c'est comment est-ce qu'on ferait pour utiliser ça avec un callback. Bien là, le principe, c'est que quand je fais le callback, hein, c'est lui qui va faire l'appel avec les différents paramètres. Fait que, ici, ce serait à lui de décider c'est quoi l'opération. Pardon, c'est quoi les différents paramètres à envoyer. Puis là, quand je vais utiliser cette fonction-là, moi, je vais tout simplement envoyer, voici la fonction que je veux que tu fasses. Elle va se faire avec les paramètres 3 et 4. Il faudrait que je fasse ici aussi un console log de ça. Fait que là, le principe, c'est que ce callback-là, lui, il va juste avoir le résultat, hein, parce que c'est ça qui se passe ici. On n'a pas mis de console log spécial. Fait que je peux faire ici, donne-moi le résultat, puis là, moi, je vais l'afficher. Là, on peut voir ici qu'on a l'appel, le premier console log, c'est ce premier set-là. Puis après ça, ça me dit, fais l'opération avec la fonction sum. Là, ça dit l'opération entre 3 et 4, ça me donne 7. Là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est je peux faire des choses comme ça. Fait que là, le principe, c'est que ça va être la même opération sur les deux mêmes valeurs. Mais là, la fonction que moi, je vais utiliser, ça ne sera plus la fonction de somme, ça va être la fonction de soustraction. Puis là, je peux voir ici, OK, les opérations entre 3 et 4 qui ont été faites, mais avec la fonction de soustraction qui fait A moins B à la place, puis qui me donne le moins 1. Donc, on peut voir que quand on utilise le callback, c'est l'appel du callback qui va donner les paramètres. Okay. Si je voulais les avoir, ben, je pourrais avoir quelque chose comme AB. Puis faire AB. Puis là, ici, je pourrais mettre 4,5. Oups. Parenthèse 4,5. Puis 10. Puis 3. Fait que là, ici, on peut utiliser différents paramètres d'entrée. Fait que là, le premier paramètre d'entrée, c'est quoi la fonction que je fais? Et après ça, c'est quoi les différents paramètres que je veux envoyer avec le callback? Puis là, ici, on a cet exemple-là. Est-ce que c'est un petit peu plus clair sur qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne? Puis qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais aussi vous envoyer ce fichier-là, tant qu'à y être. Parfait, merci. Excellent. Fait que la position de 4 puis 3, c'est si tu le changes, parce que là, ça va te donner 1 au lieu de moins 1, parce que là, tu as mis ton A qui était plus grand. Exact. Fait que le A est le premier de la gang. Et ici, c'est ça. Là, là j'ai pris, pour la soustraction, j'ai mis 10 et 3. C'est pour ça que ça me donne 7. Si tu avais inversé, ça aurait été moins 7. Exactement. All right. Fait que on revient dans nos différents éléments. Donc, nous autres, on a les expressions, la arrow function, ça va bien. Là, on va aller voir les structures de données qui existent en JavaScript en commençant avec les objets. Donc, les objets, c'est quelque chose qui est vraiment central au JavaScript, puis vraiment central à qu'est-ce qu'on va utiliser quand on va travailler, nous autres, avec JavaScript. C'est vraiment important de bien comprendre c'est quoi qui se passe
avec ça. Donc, les objets, c'est une structure de données. Donc, le but, c'est d'être des données, pas juste une valeur, d'une manière qui va être structurée. Donc, avec un certain template, une manière de faire qui est prédéfinie. En C, la structure de données qui est la plus utilisée, c'est le tableau. Où c'est que tu as des cases numérotées, puis là, tu peux mettre des valeurs à l'intérieur. En JavaScript, il existe aussi les tableaux, on va les voir tantôt, là, les arrays, mais la structure principale, c'est vraiment les objets. Puis les objets, ça va être ce qu'on appelle une structure de clé-valeur. Donc, le principe, c'est qu'un objet, OK, ça va être un paquet de différents éléments mélangés ensemble. Puis, à l'intérieur de cet élément-là, je vais avoir différentes clés, OK? Donc, différents noms de ce qu'on appelle des propriétés. Puis, derrière chacune de ces clés-là, il va y avoir une valeur. Donc, juste pour regarder l'idée derrière, là, je peux avoir, on va jaser de la syntaxe dans un instant. Le principe, c'est que je peux avoir une variable qui va être un objet. Puis à l'intérieur, je peux avoir des clés, comme le nom. Puis derrière cette clé-là, je vais avoir une valeur. Okay? Donc, c'est ce combo-là de clé-valeur, c'est ce qu'on appelle une propriété. Donc, ici, on a un objet, okay, qu'on a appelé user, puis à l'intérieur, on a deux propriétés. Une qui est le nom, la clé nom avec la valeur John, puis une qui est la clé âge avec la valeur 30. Donc, le principe, c'est qu'on peut avoir autant de clés possibles, puis on va voir aussi qu'on peut avoir des informations qui sont imbriquées là, pour être capable d'avoir vraiment quelque chose de très complexe comme objet. Donc, les objets, la syntaxe pour être capable de travailler avec les objets, ça va être les accolades. Donc, quand on voit des accolades, habituellement, ça va vouloir parler d'objets en JavaScript. Autre que les accolades de structure de code, là, pour quand il y a un if, quand il y a des fonctions, c'est des accolades. Là. Mais quand on parle de données, quand on parle d'assignation, puis qu'il y a des accolades, habituellement, ça va vouloir dire des objets. Fait que, ici, chose intéressante, la clé doit être une chaîne de caractères, donc un nom de quelque chose, tandis que la valeur peut être pas mal n'importe quoi que JavaScript peut avoir comme donnée. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? On va aller faire quelques petits tests. Donc, on a ici la déclaration d'un objet. Donc, j'ai une déclaration de quelque chose, un let. Ensuite, j'ai une assignation. Donc, cette partie-là, c'est la même partie que d'habitude. Mais là, à la place d'avoir une valeur directe, comme une chaîne de caractères, un nombre, on va avoir une accolade. Puis, à l'intérieur de l'accolade, je vais avoir des propriétés. Donc, à l'intérieur de l'accolade, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la clé suivie d'un 2 points. Je n'ai pas besoin qu'il soit collé directement dessus. OK? Donc, j'ai un 2 points suivi de la valeur que je veux avoir à l'intérieur de cet objet-là. Donc, si je fais un console log de user, je vais voir que ça me retourne, OK, l'objet au complet avec ses différentes propriétés. Fait que ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que j'ai une variable
mais à l'intérieur de cette variable-là, j'ai plusieurs données de sauvegarder. Hein, c'est ça le principe fondamental derrière des structures de données, hein, données avec un S. En anglais, il appelle ça des data structures. OK? Donc, on a un objet, deux propriétés. Je peux aller les voir. Mais si je veux être capable de travailler avec ça, souvent, je vais devoir aller chercher un élément spécifique à l'intérieur. Donc, je peux utiliser un accesseur de propriété qui va être le point. Donc, le point me permet d'aller chercher des informations à l'intérieur d'un objet. Donc, je peux aller utiliser le nom de la propriété. Donc, admettons ici name. Puis, quand j'exécute ça, donc là, j'ai le premier console log qui m'affiche tout, mais le deuxième console log va juste afficher l'élément spécifique que j'ai sélectionné. Donc, dans ce cas-là, je suis capable d'aller chercher le username qui s'appelle John. Puis là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je peux modifier aussi cette propriété-là post-déclaration. Je peux faire user.name comme étant la destination d'une assignation. Donc, j'ai le premier console log, la première paire de console log. Je change le user.name à Bob. Puis, quand je regarde l'objet et le nom, je peux voir que la valeur a été changée. Non seulement ça, mais je peux avoir des propriétés dynamiques. Donc, je peux faire le user, puis là, dans l'exemple, on dit, mettons, je peux décider de rajouter une propriété qui n'est pas existante dans les propriétés initiales. Puis, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, la propriété est juste rajoutée. Puis, je peux commencer à aller l'utiliser comme n'importe quelle autre propriété. Donc, les objets, c'est des structures de données qu'on dit dynamiques. Donc, je peux faire plein de choses avec. Il n'y a pas rien qui va m'arrêter quand je veux avoir des éléments à l'intérieur. On va aller voir d'autres fonctionnalités. Donc, le principe, c'est que j'ai mon objet user, puis à l'intérieur, attendez. Donc, j'ai mon objet user, puis à l'intérieur, j'ai différentes clés. Puis derrière ces clés-là, j'ai des valeurs que je peux aller chercher ou que je peux aller modifier. On a la possibilité de détruire des propriétés, donc c'est pas quelque chose qu'on va faire souvent. Là, habituellement, on va juste construire l'objet puis aller le lire. On a la possibilité aussi d'avoir des clés qui ont des espaces, quand on a en utilisant des quotes derrière. Ça non plus, ce n'est pas des choses qui sont très utilisées. Par contre, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand je déclare la propriété, ce que je peux faire, c'est avoir ce qu'on appelle un trailing ou un hanging comma. Donc, une virgule qui traîne ou une virgule de fin. Donc, ici, qu'est-ce qui est intéressant, là? C'est qu'on a une virgule, même s'il n'y a pas rien après. L'idée derrière ça, c'est que c'est plus facile à gérer quand on fait de la maintenance de code. Admettons que ça me tente d'avoir cette ligne-là qui est plus haut. Fait que je la mets plus haut que name. S'il n'y avait pas de virgule, ça viendrait de tout casser ma structure. Mais là, avec le fait qu'il y a juste des virgules à la fin de chaque élément, ça me permet de faciliter la gestion de liste d'éléments. Donc, si, admettons, je délite celle-là aussi, ça ne fait pas en sorte que ça casse parce qu'il n'y avait pas de blablabla à des places. Donc, en JavaScript,
on peut avoir on utilise ce qu'on appelle les trailing commas, donc des virgules de fin ou des virgules qui traînent au dernier élément pour que ce soit plus facile pour la gestion, la maintenance aussi, quand on va faire la gestion de source, quand on veut sauvegarder différentes versions. C'est plus facile de toujours avoir ça derrière. Fait qu'on est capable d'aller chercher les différentes propriétés avec un point. Ça, c'est quelque chose qui existe dans plusieurs langages. Mais avec JavaScript, on a une deuxième manière d'aller chercher la propriété. Donc, à partir de user. Non. J'ai dit à partir de user. Je peux utiliser les crochets carrés. Donc, les crochets carrés, qui sont habituellement utilisés pour des tableaux, des choses comme ça, vont me permettre d'accéder à une propriété, mais en utilisant le nom comme étant une chaîne de caractères. Fait que je peux ici faire quelque chose comme un console. Fait que je peux voir ici, le dernier ici, j'ai le dernier user avec le isAdmin, puis là j'ai le console log, OK, avec le username qui va être encore Bob. Mais là, vous pourriez me dire, mais Hugo, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tu as écrit ça, pourquoi est-ce qu'on a deux manières de faire la même chose? La réponse à ça, c'est que c'est pas la même manière. Puis, ça nous permet de faire des choses assez intéressantes. Donc, avec le fait qu'on utilise les crochets carrés avec ce qu'on appelle une expression, une chaîne de caractères à l'intérieur de l'accesseur, ça va me permettre d'avoir des accesseurs qui vont être beaucoup plus dynamiques. OK? Fait que je pourrais avoir une variable, OK, que j'appelle name. Puis, avec ça, je peux faire quelque chose de semblable. Et que là, je peux voir ici, le dernier Bob, a utilisé encore la variable user. Mais quand j'ai voulu accéder à une de ses propriétés, okay, des fois on appelle ça des champs aussi, à place d'aller savoir c'est quoi la propriété, j'ai pu le mettre ça dans une variable. Hein? Puis si c'est dans une variable, ben là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut l'avoir en paramètre d'entrée, on peut avoir des if qui va décider quelle clé je vais utiliser. Donc là, ça devient vraiment versatile à l'intérieur de l'environnement de programmation d'être capable d'avoir ces éléments-là disponibles. Donc, le but, c'est d'être capable d'avoir deux méthodes pour être capable d'y aller. Une qui est directement avec le point. Donc, ça, c'est quand je sais que ça va toujours être la même chose. Et une avec les crochets carrés, avec, en tant que chaîne de caractères, le nom de la propriété. Puis ça va me permettre d'avoir des éléments plus dynamiques, de la sélection qui va faire des choses pas mal plus complexes. Ça c'est bon, ça c'est bon. OK. D'autres éléments à regarder. OK, donc il y a beaucoup de choses que nous, on a passées. Ce n'est pas des choses que nous, on va utiliser nécessairement. On a la condition possible, la valeur logique avec le in, qui est capable de tester des choses. Donc, je peux tester une clé à l'intérieur d'un objet pour savoir si cette clé-là existe. Donc, si je teste ça de mon côté,
que je peux voir ici, c'est que je regarde, est-ce que la clé âge est dans mon utilisateur? Puis elle l'est, hein, on l'a mis. Fait qu'on peut voir ici que ça me donne que c'est vrai. Mais est-ce que la clé blabla est là? Ça, c'est faux. OK? Fait que ça me permet de tester. Hein? On peut mettre ça dans des conditionnels, c'est des vrais ou faux, pour voir est-ce qu'une clé est disponible. Puis à partir de là, je suis capable d'aller travailler avec cet élément-là. Fait qu'on a ce principe-là. Autre nouvelle chose avec les objets, on va avoir des boucles qui vont être spécifiques pour la gestion d'objets. Donc, j'ai une nouvelle type de boucle qui est encore une boucle for, mais à la place d'être la boucle for, à la place des points-virgules, points-virgules, comme on l'a utilisé tantôt ce matin puis la semaine passée, ça va être un for in loop. Donc, le for in qui marche seulement avec des objets va me permettre de parcourir chacune des clés d'un objet. Donnons-nous un gentil exemple. Un petit... partie qui nous dit quand est-ce qu'on a changé. C'est que on a le for, comme on avait auparavant, mais à la place d'utiliser des points-virgules, on va avoir une déclaration d'une variable. On va avoir le mot-clé in, puis on va avoir un objet que nous, on a construit. Hein? Donc ici, en passant user, c'est moi qui ai décidé, j'aurais pu l'appeler banane, maison, c'est le nom d'une variable comme un autre. Donc, en recevant ça dans une boucle, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire autant d'itérations, il va faire autant de tours de boucle qu'il y a de clés, qu'il y a de propriétés dans l'objet. Puis, il va utiliser l'itérateur, la variable que j'ai déclarée, pour aller y insérer le nom de la clé, le nom de la propriété. Fait que si je regarde ici, je peux utiliser un console log qui va me dire que j'ai âge, name et isadmin. C'est les trois clés qu'on avait à l'intérieur de notre objet. Puis après ça, je peux utiliser, si je veux, cette clé-là avec mon objet comme accessoire, parce qu'on vient de voir qu'on peut faire ça directement, pour être capable d'aller chercher les différentes valeurs à l'intérieur. Donc, le premier coup, j'ai la clé âge. Puis là, quand j'utilise cette clé-là avec le user, j'ai la valeur à l'intérieur. Oups. C'est pas juste toi. Je suis en train de souligner à la mauvaise place. Donc, on a le premier avec le key, le deuxième avec le user key. Fait que le premier coup, hein, ça me donne l'âge avec le 30. Le deuxième coup, ça me donne le name avec le Bob. Puis le troisième coup, ça me donne le isadmin avec le true. Donc, c'est la manière de parcourir un objet. Donc, on va avoir une variable itérative qui va être le nom de la clé. On a l'objet avec lequel on veut travailler. Puis là, après ça, ça fait juste une boucle automatiquement pour être capable d'aller chercher les différents éléments. Étant une variable, ça peut aussi être le résultat d'une fonction, ça peut être aussi des paramètres d'entrée. Okay? Puis, qu'est-ce qui va être encore plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir avoir des structures imbriquées les unes dans les autres qu'on va voir un petit peu plus tard. Fait que ça, c'était le principe d'objet, hein, de propriété, puis d'accès à ces objets-là. Qu'est-ce qui va être intéressant aussi? On va aller voir
une autre partie. Donc, on vient de voir le principe d'objet de base. Nous, on va passer pour aller voir les méthodes avec les objets. Oui, non, mais elle avait raison. Je n'avais pas partagé le bon écran. J'étais en train de parler de la fenêtre. Puis là, je surlignais dans la fenêtre de Visual Studio Code. Puis on avait juste l'exemple. Donc, on va aller regarder le principe de méthode. Donc, une méthode, c'est une fonction qui est rassociée à un objet. Donc, on vient de voir le principe d'objet. OK, j'ai déclaré quelque chose. J'ai à l'intérieur différentes propriétés. Les propriétés, c'est des clés-valeurs. En plus de ces propriétés-là, je vais vouloir avoir aussi des fonctions qui travaillent sur cet élément-là. Donc, le principe, c'est que je peux rajouter des fonctions comme propriété. OK, donc je peux. On va se faire un nouveau fichier. Et je vais vous donner l'exemple avec les objets. Et on va prendre ça. Plug ici à la place. Après ça, je vais formater. On vient voir ça ici. Fait que j'ai mon objet. J'ai une nouvelle propriété. Hein, on avait vu qu'on pouvait insérer des propriétés dans les objets, c'était dynamique. Puis là, à l'intérieur, je mets une fonction. Je peux même enlever les points-virgules. Fait que avec cette fonction-là, une fois qu'elle est à l'intérieur, je peux l'invoquer comme n'importe quelle autre propriété. Si je regarde, je peux voir qu'à l'intérieur de mon objet, j'ai le nom, j'ai l'âge, puis j'ai une fonction qui existe. En passant ici, j'ai le mot function, mais je pourrais facilement transformer ça en fonction fléchée. Hein? Puis puisque j'ai juste une instruction, je pourrais même mettre directement. Hein? Tout ça, c'est synonyme. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Il y a aussi la possibilité d'avoir la méthode directement à même la construction de l'objet. Donc, je peux avoir une fonction qui va avoir ici le console log et qui va avoir le by. Ici, on a l'exemple avec le nom de John, l'âge. J'ai maintenant deux fonctions. Une que j'ai rajoutée quand j'ai construit mon objet. Une que j'ai rajoutée en utilisant les propriétés dynamiques. Les deux utilisent différentes versions de déclaration de fonctions. Okay? Mais les principes restent toujours les mêmes. J'ai les fonctions qui sont disponibles et que je peux invoquer avec. Là, ici, il y a des éléments sur comme la gestion de comment aller chercher les différentes propriétés à l'intérieur des méthodes, des choses comme ça. Ce n'est pas des choses que nous, on va voir dans ce cours-ci. Si vous avez plus tard un autre background, plus en programmation pure ou en programmation orientée objet, c'est des choses qui deviennent intéressantes. Mais pour nous, ce n'est pas des choses qu'on va rencontrer trop. Fait que on n'a pas besoin d'aller les voir plus en détail que ça. Fait qu'on a le principe d'objet, où c'est qu'on a des données, puis on a des fonctions qu'on appelle des méthodes, qu'on peut invoquer par la suite.
Les méthodes, en passant, peuvent aussi avoir des paramètres. Là, j'en ai juste pas mis, mais ils peuvent avoir des paramètres comme faire des sommes, faire des moyennes, des choses comme ça. Puis, tout ça est à l'intérieur d'une variable qui me permet de transporter ça comme paramètre d'entrée, comme retour de fonction, comme élément très versatile. Parfait. On va avoir notre prochain élément qui va être le principe des tableaux. Donc, on a des tableaux en JavaScript, donc des éléments qui sont numérotés. Donc, on appelle ça des collections ordonnées. Donc, le principe, c'est que j'ai un premier élément, un deuxième élément, un troisième élément, un quatrième élément. Puis, à l'intérieur de ce tableau-là, j'ai des cases où c'est que je vais pouvoir mettre différentes valeurs. Puis, pour retrouver un élément, j'utilise le numéro de l'élément pour le retrouver. Donc, il existe le array qui me permet de faire ce genre de déclaration-là en JavaScript. Donc, on peut créer les arrays de différentes manières. Nous autres, on va utiliser la manière directe. Donc, on avait les accolades pour être capable de travailler avec les objets. Pour les arrays, on va utiliser des crochets carrés. Donc, les crochets carrés vont me permettre de créer des tableaux. Comme les objets, je peux me créer des tableaux vides, puis là, commencer à construire des choses, ou je peux avoir directement une liste d'éléments avec lesquels on va travailler. Je vais vous donner un exemple. Avant ça, je vais déposer le fichier avec les méthodes. OK. Je crée un nouveau fichier qu'on va appeler ça arrays. Et à l'intérieur, on va se donner un petit exemple. Si on commence, on a le principe de tableau. Donc, une liste d'éléments ordonnés. Donc, on a ici 3 chaînes de caractères. Quand je l'affiche, je peux voir les 3 chaînes de caractères apparaître. Pour être capable de aller chercher un élément spécifique dans un tableau, je peux utiliser les crochets carrés avec une valeur numérique pour aller sélectionner une case spécifique du tableau. Donc, le tableau commence avec un index qui débute à 0. Donc, la case 0, c'est la première case. Donc, ici, on peut voir que ça sélectionne Apple. Puis là, si je sélectionne la case 2, si je sélectionne la case 3, on peut voir ici que j'ai le Apple pour la case 0. Pour la case 2, c'est 0, 1, 2. Donc, c'est plume. Et là, après ça, j'essaie la case 3. On peut voir quelque chose d'intéressant ici. JavaScript ne va pas faire planter le programme. Il va juste dire que c'est undefined, qui était un des états spéciaux pour les valeurs de JavaScript. Undefined, ça veut juste dire ça n'existe pas. Tu ne l'as pas déclaré. Donc, c'est undefined. Donc, on est capable d'avoir des accès sans avoir d'erreur. Les tableaux ont des propriétés intégrées. Donc, je peux y demander la propriété length qui va me dire le nombre de cases qui ont été attribuées. Donc, dans ce cas-ci, on peut voir qu'il y a 3 cases. La case 0, la case 1, la case 2. Puis, on peut, comme les objets, puis là, ça, c'est quelque chose de nouveau aussi qui n'existait pas auparavant en C, là. Les tableaux
sont dynamiques. Donc, si je décide de mettre quelque chose dans la case 3, et que je redemande sa taille après avoir fait une modification, je peux voir qu'après avoir fait la modification, sa taille a augmenté. Puis maintenant, dans la case 3, hein, qui est la 4e case, j'ai maintenant une valeur à l'intérieur. Donc, je peux rajouter des éléments à un tableau sans problème en JavaScript. Le tableau aussi peut avoir différents types de structures de données à l'intérieur. OK, fait que je pourrais avoir... Mettons que je fais un console log de fruits au complet. Je peux voir qu'à l'intérieur de mon tableau, j'ai 3 chaînes de caractères suivies d'un objet. OK, donc on va voir qu'on peut avoir des types de données imbriquées les uns dans les autres. En fait, les valeurs aussi peuvent aussi être d'autres objets, peuvent aussi être des tableaux. Hein, donc d'être capable de traverser différents éléments. Donc si je veux aller chercher l'âge, qu'est-ce que je peux faire? Je m'en vais dans la case 3. Puis de la case 3, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser l'accesseur pour être capable d'aller le chercher. Donc avec le point. Ou sinon, je peux aussi... Oups. Utiliser les deux types d'accesseurs qu'on a vu tantôt. Ça va donner le même résultat. Donc, on a beaucoup de possibilités avec ces différentes structures de données-là. OK? C'est vraiment intéressant. Les tableaux sont des objets à part entière. Donc, ils ont des propriétés. On a vu qu'il y avait des propriétés. Mais ils ont aussi des méthodes pour être capable de facilement rajouter ou enlever des éléments du tableau. Donc, on va avoir des méthodes qui me permettent d'ajouter ou d'enlever des éléments du tableau. Donc, la méthode la plus typique, c'est celle-là qui va me permettre d'ajouter un élément au tableau, puis qui va automatiquement l'ajouter à la dernière case. Donc, on va avoir la méthode push qui va me permettre de rajouter un élément sur le tableau sans savoir nécessairement où il était rendu. Donc, si, mettons, j'ai mes fruits, OK, puis là, je fais push, je vais pouvoir rajouter un élément à l'intérieur. Donc, je peux voir ici, j'avais les différents éléments. Puis là, j'ai rajouté le kiwi. Donc, il n'était pas là auparavant. Maintenant, il est là. Puis, il a automatiquement été rajouté à la fin de mon tableau. OK? Donc, on a le push qui me permet de rajouter des éléments. Puis, on va avoir le shift qui va me permettre de retirer le premier élément. Donc, habituellement, c'est majoritairement le push qu'on a besoin, là. Si on veut travailler sur le bout du tableau, puis essayer de juste ajouter ou enlever des choses à la fin du tableau, ben on a quand même le push. Puis on va avoir le pop qui va prendre un élément de la fin du tableau. Il existe d'autres méthodes un petit peu plus bizarres, là. OK, donc on a le unshift puis des choses comme ça. Mais le principe, c'est vraiment
le push, ça va être notre méthode de prédilection. Il y a un élément qui est important de comprendre. Les tableaux étant des objets ne peuvent pas être facilement comparés avec des doubles égales. Donc, les doubles égales ne fonctionneront pas avec les tableaux. Même si deux tableaux qui sont vides, ils vont être considérés comme false. Même si c'est deux tableaux avec des valeurs identiques, ça va être considéré comme false. Ça ne fonctionne pas la comparaison d'objets en général en JavaScript. Donc, la comparaison de tableaux qui sont des objets ne fonctionne pas. Il va falloir parcourir le tableau puis vérifier que chacune des cases est identique. Il reste une dernière affaire à checker avec le for. Donc, un peu comme les objets, il existe une boucle spécifique pour être capable de aller chercher tous les objets d'un tableau. Donc, on a la version typique, là, okay, comme on a vu avec les points-virgules, mais il va y avoir un for of qui existe. Donc, ça va être le même principe qu'avec l'objet. On a le for, on a un let avec une variable itérative, donc qui va changer à chaque itération, à chaque tour de boucle. Puis, on va avoir le mot-clé of à la place du mot-clé in. Puis, le principe, c'est que là, on met notre tableau à l'intérieur. Puis là, ça va parcourir le tableau. Chacun des éléments va être pris. Puis, il va avoir un résultat à l'intérieur. Donc, ici. Dans ça, on va aller le tester. Une fois, on veut pas ça. Fait qu'on peut voir ici, après l'avoir affiché au complet, on va avoir la boucle qui va aller chercher chacun des fruits un après l'autre. Ici, il y a un objet dedans, là, mais qui va parcourir chacun des éléments sans avoir de problème. On peut faire un autre exemple avec un tableau de nombres. Fait qu'ici, je me fais un deuxième tableau. Puis là, mettons, je voudrais trouver la somme que je voudrais calculer manuellement. Fait que je pourrais me faire une somme. Puis là, je pourrais faire une boucle for. Puis là, encore une fois, il est conscient de qu'est-ce que c'est. Fait que moi, ici, je veux le of. Fait que là, je peux avoir ici number dans rnum. OK. Puis après ça, je peux me dire ma somme est égale à ma somme plus le number. Là, je préfère un petit, mettons, console log de somme après ça. Donc ici, on a des valeurs, un tableau avec des valeurs numériques, où c'est que je pourrais, mettons, passer au travail. Ici, je peux voir que j'ai utilisé le mot const, parce que je n'allais pas changer cette valeur-là entre. Puis j'ai le résultat de la somme de mon tableau. Est-ce que c'était le genre d'exemple que tu voulais avoir ou c'était quelque chose d'autre auquel tu pensais? Ici, on peut utiliser le let aussi. Ça ne change rien parce que nous autres, on ne touchait pas à notre valeur number. Donc, le const, si on se souvient, c'était pour avoir une constante. Donc, le principe ici, c'était pour dire si je veux m'assurer de ne pas toucher à cette valeur-là, je peux mettre le const dans le besoin. Ce n'est pas quelque chose qui change la donne dans notre cas.
Excellent. Ouais, on était en train de parler des arrays. Je n'avais pas mis le lien dans le chat. Je vais aussi déposer ce fichier-là. Ça, c'est bon. Avant-dernier sujet de la journée, on va avoir les méthodes qui viennent avec les tableaux. Donc, on avait vu le push qui me permettait d'ajouter des éléments. Ben, il y en existe d'autres aussi qui me permettent d'aller couper des éléments ou qui me permettent de retravailler avec la structure du tableau. Puisque c'est dynamique, souvent, je vais vouloir couper une partie, juste garder un autre, venir insérer des choses en plein milieu, des choses comme ça. Donc, on peut utiliser des affaires comme le delete qui va l'enlever, mais à ce moment-là, il ne va pas déplacer le tableau d'une place à une autre. Il va juste laisser une case vide, okay, qui ne changera pas la taille, que si j'y essaye d'y accéder, ça va juste dire undefined. C'est pas nécessairement la meilleure chose. Donc, si je veux être capable de déconstruire un tableau puis le reconstruire d'une certaine manière, c'est la fonction splice qui va me permettre de faire ça. Donc, ça va déplacer, enlever certains éléments ou en ajoutant certains éléments à la place du tableau. Okay, c'est un peu le couteau suisse de la gestion des tableaux. Donc, le principe, c'est que je vais avoir une première valeur qui va dire je commence à quel élément, puis j'en enlève combien, puis après ça, j'en rajoute combien à la place. Fait que si on reprend l'exemple, où c'est que j'ai un tableau... Ah oui, pardon. Bien raison. Donc, la fonction splice, avec le start, le delete, les éléments, bien fait de me remettre à la place avec ça. Des fois, j'oublie de peser sur mon petit piton. Donc, on a le principe d'un tableau de 3 éléments. OK? Puis, j'aimerais ça enlever le milieu. OK? Mais que ça devienne un tableau de juste 2 cases. Fait que splice peut avoir un premier paramètre. Donc, je commence à travailler à l'indice 1. Puis, qu'est-ce que je vais faire? Ben là, je vais pouvoir enlever un nombre d'éléments. Fait que combien d'éléments je veux en enlever? Je veux en enlever 1. Fait que ça va faire en sorte que je pars à la case 1, puis je delete un élément. Fait que je delete le study dans ce cas-là. Puis qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester le JavaScript. Si on se prend d'autres variantes, j'ai ici un autre tableau qui a 5 différents éléments. Puis là, ici, je vais enlever les 3 premiers. Donc, je veux commencer à la case 0. Puis, je vais vouloir enlever les 3 premiers. Donc, de la case 0, j'enlève les 3 premiers. Puis là, en plus de ça, j'aimerais ça rajouter à la place de ça 2 autres éléments. Donc, je peux avoir d'autres paramètres. Hein. Puis, si on regarde ici, on a la fonction split, où que ça commence. En passant, quand on a des crochets carrés, c'est que c'est des éléments facultatifs. Donc, le nombre d'éléments que je délite, puis les éléments qui le remplacent. Donc, j'ai, ici, si on reprend, 5 éléments de base. Je commence à 0, j'en enlève 3. Puis, je vais venir les remplacer par ces 2 éléments-là. Donc, quand j'affiche le résultat de ça, la fin reste pareille. Le right now reste pareil. Mais à la place des 3 que j'avais, j'ai les 2 nouveaux éléments à l'intérieur. Donc, on a tous ces éléments-là possibles.
Donc, on a une version un petit peu plus simpliste de Splice, qui est Slice, okay, qui va juste me faire un découpage précis d'un début à une fin. Fait que ça me permet de trouver un espèce de sous-tableau dans un tableau. Fait que, mettons, ici, j'ai un premier avec T, E, S et T. Puis là, je dis copie de la case 1 jusqu'à la case 3. Mais là, ici, quand on utilise Slice, il faut faire attention. Slice la borne de fin ne sera pas inclue dans le résultat. Fait que je commence à la case 1. Fait que ça, c'est la case 0. Je commence à la case 1. Puis je m'en vais jusqu'à la case 3. Fait que ça, c'est la case 2, la case 3. Mais la dernière case, elle est exclue. Fait que qu'est-ce que ça me donne? C'est le ES. Je peux aussi utiliser des indices négatifs pour commencer de la fin. Donc, je veux les deux à partir de la fin. Fait que 1, 2, ça me rapporte ST. On a la concaténation qui me permet de rajouter des tableaux. Ce n'est pas des choses que nous, on va voir beaucoup. Je pense que c'est pas pire ça pour qu'est-ce que moi, je veux avoir. Donc, il y a un paquet d'autres méthodes. C'est pas des choses que nous, on va aller travailler beaucoup. Là. Nous autres, on veut juste être conscient qu'on a des tableaux, qu'on a certaines méthodes possibles à l'intérieur, puis qu'on est capable de travailler avec. Ça va être un peu le même principe aussi avec les chaînes de caractères. Donc, les chaînes de caractères vont avoir des méthodes qui vont être disponibles. Donc, on a vu le principe de chaîne de caractères auparavant. OK? Elle aussi peut avoir la propriété length, comme on avait vu avec les tableaux puis les objets. Puis, ça va pouvoir être accédé comme un tableau en plus avec les crochets carrés. Donc, si j'ai une chaîne de caractères, puis je peux aller chercher un caractère spécifique à un endroit, c'est aussi possible. Donc, les chaînes de caractères, en fait, c'est des objets spéciaux, là, hein, qui sont un peu comme des tableaux, puis qui vont aussi avoir différentes méthodes. Donc, on peut changer la case, on peut chercher à l'intérieur, on peut aller utiliser le slice ou le splice avec. Donc, il existe aussi des méthodes pour les chaînes de caractères qui sont sensiblement les mêmes de ce qu'on a vu. Si vous avez besoin, à la fin de chacun des summaries, là, il y a une liste des différentes fonctions possibles pour être capable de travailler avec ça. Excellent. Je regarde. C'est certain que on a vu qu'est-ce que je voulais bien voir. Ouais. Fait qu'on est bon avec tout ça. On va pouvoir continuer nos différentes séries d'exercices. Donc, je vais les relinker dans le chat. Donc, on avait une première série d'exercices. On devrait être capable de faire toutes les différentes fonctions qui existent à l'intérieur de cette série de questions-là. Je vous avais donné aussi une... Trouver link. Une liste avec différentes sections. Puis là, on va être capable de faire les autres sections sur les objets, sur les string methods, sur les arrays, sur les array methods. Et sur les books aussi qu'on n'avait pas vu. Donc, on a ces deux séries d'exercices-là. Puis aussi, si vous en voulez plus, dans toutes les sections qu'on a vues, okay, donc, mettons, on va dans la section Objet,
à l'intérieur de la section objet, à la fin, il y a des tasks. Donc, avec d'autres questions, puis aussi différentes solutions avec ces questions-là. Donc, si vous avez réussi à finir ma série d'exercices, la série d'exercices de W3 School, vous pouvez aussi retourner dans javascript.info pour être capable de regarder les exercices de chacune des sections qu'on a regardées ensemble. Donc, on reprend comme on a fait la semaine passée, puis comme on va faire à travers les différentes semaines. Une fois que je vais avoir fini la partie magistrale, moi, je vais fermer la séance directement sur Teams général. Je vais poster la vidéo sur YouTube par la suite où je vais mettre le lien dans le chat de Teams. Après ça, je reste là pour être capable de répondre à toutes vos questions, OK, de manière individuelle. Donc, si vous avez besoin, on fait un petit appel, on fait un partage d'écran, vous pouvez m'envoyer des snippets de code, OK, jusqu'à la fin de la période. Puis sinon, même si c'est après, moi, je vais sûrement répondre durant la semaine. Mais ça serait ça pour notre troisième cours de B05. B05, pardon. BB. Donc, pour le restant de la période, ça va être du travail sur les exercices. Encore une fois, c'est des exercices qui sont formatifs, pas sommatifs. Vous n'avez pas besoin de me les renvoyer. Si vous avez une ou deux affaires aussi que tu es comme, mais là, je ne suis pas certain si ça fonctionne ou pas, tu peux me l'envoyer, puis on peut en discuter sans problème. Si vous avez eu que vous avez eu de la difficulté, n'hésitez pas à me le dire. Hey, au prochain cours, est-ce que tu préfères la correction de celle-là? Je ne sais pas trop comment, comme je regarde la solution, je ne comprends pas trop qu'est-ce qui se passe, des choses comme ça, pour qu'on puisse maximiser notre compréhension. Sinon, si on ne se reparle pas, puis que vous travaillez bien, puis que vous faites tous vos exercices, on se revoit nous autres la semaine prochaine. N'oubliez pas non plus que le principe, c'est que la première heure du cours de la semaine prochaine est aussi utilisée pour compléter, peaufiner, parler avec moi pour les exercices. Donc, la séance va reprendre la semaine prochaine à 9h. Est-ce qu'on a des questions, interrogations, problématiques avant de fermer l'enregistrement de cette semaine et de se lancer dans les exercices? Où tout le monde est thumbs up power. J'ai une question de Sébastien. Il me semblait que c'était juste la dernière heure du cours qu'on travaillait sur les devoirs, mais le cours finit à 1h. Est-ce que c'est normal pour aujourd'hui? Oui, dans le sens que vous avez les deux prochaines 2 heures, 1h50 pour travailler là-dessus. Là. Le principe, c'est 50-50. Fait qu'avec la pause, ça fait qu'on serait rendu à 11h30. Fait que ça fait 1h30 puis 1h au prochain cours. Fait que Mais moi, je suis là jusqu'à 1h. Parfait, je voulais juste confirmer, merci. Pas de problème. Excellent. Fait que ça fait le tour pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine.